On avait parlé de Jean-Marc Jancovici il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Pas si longtemps, il y a quelques mois quand même. Hein. Mais on avait parlé de lui, on avait montré certaines limites et certains aspects un peu bizarres de sa théorie, notamment économique et sociale. Hein. Pas tant sur le côté écologique, mais plutôt sur le côté économique et social. On dirait, on va pas le chercher là où il est spécialiste. Oui, mais il se permet d'en parler, donc c'est intéressant d'aller un peu le chercher là-dessus quand même. Et Jean-Marc Jancovici nous a parlé de capitalisme. Comme c'est notre spécialité sur la chaîne, on va voir un peu ce qu'il en dit. Pensez-vous que l'économie avec des grandes entreprises et le capitalisme sont compatibles avec une société décarbonée ? Alors je vais pour ça prendre un tout petit recul historique. À l'âge que j'ai vu dans le monde d'autres régimes que le régime capitaliste exister. Il y a notamment eu un grand bloc qu'on a appelé le bloc communiste à l'Est, où j'ai même été traîné mes guêtres à la fin des années 80, avant la chute du mur. J'étais parti en URSS à l'époque. Ah, le camarade Jancovici. Avec un voyage organisé, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il se trouve que j'avais fait du russe quand j'étais lycéen, donc je m'étais dit, bon allez, je vais essayer de m'en servir pour dire autre chose que vodka. Et donc, est-ce que l'URSS, qui n'était pas un régime capitaliste, était un modèle de vertu environnementale? La réponse est pas plus que de l'autre côté. Alors, évidemment, c'est un exemple, on pourrait me dire, mais il y a d'autres exemples, etc. Est-ce que le Venezuela de M. Chavez était un exemple de vertu environnementale? Non, c'était un des premiers producteurs de pétrole d'Amérique latine. Donc l'idée qu'il suffirait de changer le régime politique, de supprimer le capitalisme et de passer à quelque chose de totalement collectivisé pour supprimer la nuisance environnementale, je dis, l'histoire ne montre pas que c'est ça de façon évidente. Ouais, vous avez vu le délire, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une analyse totalement idéaliste de l'histoire. Déjà, il nous explique que l'URSS n'était pas écolo. Alors, je veux bien, mais les questions ne se posaient pas forcément à ces moments-là. C'est comme si on disait, ah oui, est-ce qu'en 1880, la production était écologique ? On n'avait pas le même rapport à l'écologie. Donc, comme on ne posait pas la question, on pouvait difficilement l'être, en fait. Et là, c'est un peu pareil par rapport à l'URSS, c'est-à-dire que c'était pas déjà quelque chose qui se posait aussi frontalement qu'aujourd'hui. En plus de ça, il se trouve que l'URSS, et pareil pour l'exemple du Venezuela, sont des pays qui ont énormément orienté leur politique par rapport à la pression impérialiste des pays capitalistes. C'est-à-dire que le Venezuela, c'est un pays qui a vu sa monnaie être dévaluée incroyablement à partir de l'élection d'Hugo Chavez, et qui a comme seule richesse le pétrole. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre ? De se dire, on va sacrifier notre population, ne plus pouvoir bouffer, ne plus avoir de médicaments, parce qu'on voudrait être écolo, et puis ne plus vendre de pétrole. Je suis désolé, mais c'est pas très 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 sérieux, quoi. Et c'est pas comme si le Venezuela avait été rendu productrice de pétrole par Hugo Chavez. C'était déjà le cas avant, en plus, donc c'est pas particulièrement de la faute du Venezuela, quoi. C'est pareil pour l'URSS. L'URSS s'est développée souvent en réaction et pour tenir le choc face aux États-Unis pendant la guerre froide, et puis avant face à tous les pays impérialistes, mais notamment en comparaison à l'Allemagne nazie. Donc ça me paraît quand même compliqué de nous expliquer que ils voulaient produire comme ça. En fait, ils ont été plus ou moins forcés de s'adapter au contexte historique. Et par ailleurs, sortir du capitalisme est quelque chose qui est différent de sortir des multinationales. Souvent, quand on pense capitaliste, on pense très grandes entreprises mondialisées, financiarisées, etc. Mais le Duc d'Orsay, la boulangerie, là, c'est une entreprise capitaliste. Il y a un propriétaire du fonds de commerce. Est-ce qu'il faut que le boulanger du Duc d'Orsay devienne un fonctionnaire? Il y a une différence entre capitalisme et multinationales. Les multinationales, c'est une forme particulièrement exacerbée de capitalisme. On peut très bien réguler le capitalisme, c'est-à-dire qu'on peut très bien fixer des limites. Je vais dire un truc idiot, mais on pourrait très bien dire en France qu'il est interdit à une société d'exercer avec plus de 1000 salariés. Je dis pas que c'est... Donc là, on voit la pensée j'ai envie de dire keynésienne, mais c'est pas vraiment ça, mais une pensée un peu réac comme ça, où il dit oui, le problème c'est le capitalisme d'aujourd'hui, le capitalisme financier, mais si on revenait à un capitalisme à plus basse échelle, en réalité, ça pourrait être mieux au niveau écologique. Alors déjà, on pourrait prendre le même sophisme, parce que lui dire, est-ce que dans l'histoire, on a déjà vu le capitalisme financier revenir à un niveau plus bas? Est-ce que quand le capitalisme est à un niveau plus bas, à un niveau un petit peu moins financiarisé, est-ce qu'il est écologique par essence? Non. Mais je pense pas que ça prouve quoi que ce soit, ça. Mais c'est surtout qu'il n'a pas la compréhension du fait que le capitalisme est un processus global
dans lequel on ne peut pas en fait faire des choix comme ça en voulant faire une espèce de théorie un peu comme la République de Platon. On se dit la bonne société ce serait ça, lui il garde un peu les boulangeries qu'il trouve pas trop mal, il enlève les multinationales et puis il rajoute des plans économiques. Ça marche pas comme ça, parce qu'en réalité il y a la société réelle, matérielle, avec un rapport de force, avec des gens qui font que tu ne feras pas ce que tu veux en réalité. Il y a cet imaginaire derrière des gens comme Jancovici, qui sont des théoriciens, des intellectuels, qui sont plutôt pas trop mal placés dans la société au niveau économique, et qui pensent comme ça, en idéaliste, qu'il suffirait d'expliquer assez bien aux dirigeants, aux politiques, pour les faire changer d'avis et qui s'adaptent au modèle théorique qu'on leur a donné. La réalité n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a un rapport de force, qui est le rapport de classe, et que ce rapport de classe, c'est lui qui structure la société française et donc notre rapport à l'écologie. Si on ne rentre pas dans une analyse de classe, si on ne rentre pas frontalement contre les intérêts de la classe bourgeoise, on ne peut pas reprendre la main sur la production et faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Et chez lui, il y a ce truc-là, on croit qu'on peut faire un patchwork et qu'on va l'expliquer et qu'en fait, comme ça va sauver de la chute. C'est un peu ce qu'on voit dans le The Shift Project, hein. C'est très intéressant, ce Shift Project. On voit comment il voudrait faire pour, à long terme, avoir une société zéro carbone et limiter, je crois, l'augmentation. Je crois que c'est à 2 degrés l'augmentation de chaleur sur la Terre. Le truc, c'est qu'encore une fois, son Shift Project, je pense bien que ça va être très, 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 très dur de le faire appliquer en réalité. Il faut qu'à un moment donné, ils se disent, oui, en fait, la société, c'est pas une page blanche sur laquelle on peut dicter, nous, ce qu'on veut faire, mais c'est un terrain dans lequel il y a un rapport de force et dans lequel il y a des gens qui décident par rapport à leurs intérêts matériels. Ça, il ne le fait jamais, en fait. Pertinent ou pas pertinent, on peut le faire. Quand Mitterrand a été élu, alors je dis pas qu'il a eu tort ou raison, je dis juste que c'était possible, il a nationalisé plein d'entreprises. S'il y a un choix collectif qui va dans une direction où on veut moins de capitalisme, c'est-à-dire en particulier une activité qui soit directement reprise en main par l'État... Mais attends. Quand Mitterrand il est passé, il a fait quoi? Il a nationalisé les entreprises et il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a eu un énorme coup de pression de la bourgeoisie et du capitalisme international, et qu'il a dû faire prout en fait en 2 ans, et qu'après il est reparti dans le néolibéralisme. Enfin, donc ça, on peut pas prendre juste cet exemple sur 2 ans et dire voilà, il a pu le faire, oui, mais en fait non, il aurait pu continuer dans cette voie-là, mais en assumant un rapport de force qu'il n'était pas prêt à assumer et qu'il aurait peut-être perdu, quoi. Et pour le coup, c'est ce qu'a fait l'URSS pendant un certain temps, assumer un rapport de force comme ça. Pour un certain nombre de secteurs ou un certain nombre de grandes entreprises, ça pose pas de problème particulier de le faire. Et il y a des secteurs en France qui sont très peu sortis du giron de l'État quand on compare avec d'autres pays. Il n'y a pas capitalisme. Ouais, il n'y a pas capitalisme contre communisme. Ouais, je sais pas, hein. C'est vraiment dérangeant, je trouve, ces propos. Il y avait un livre aux éditions Delga qui parle un peu de ça et qui parle notamment de Cuba, par exemple. Et il y a des extraits dans les commentaires. C'est assez intéressant, c'est Marksovitch d'ailleurs qui est dans le chat, je crois, qui dit « C'est con qu'il ne parle pas de Cuba alors que le pays est salué par les ONG de l'environnement ». Et donc, le livre, c'est un livre de Guillaume Suin qui s'appelle « L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine ». Et dedans, je vais vous lire un peu l'extrait qu'il a mis. Le groupement d'ONG d'Agriculture Network, insoupçonnable de sympathie castriste, indique clairement que la révolution verte accomplie par l'île n'est pas le fait de la seule nécessité historique liée aux pénuries de cette époque, ni à la spontanéité ou au volontarisme des paysans, mais bien à la force des leviers étatiques et à la planification. Plusieurs composantes du système étaient déjà utilisées dans les années 90. Des centres de production destinés à la lutte biologique contre les ravageurs, des exploitations agroécologiques pilotes, des formations sur l'agriculture bio, des organoponicos jardins surélevés en milieu urbain, le développement d'un mouvement social promouvant la culture bio, Cuban Association of Organic Agriculture and Organic Agriculture Group. La motivation à l'origine de l'émergence des pratiques agroécologiques à Cuba pendant les années 90 n'était toutefois pas le résultat d'un changement délibéré de la mentalité des populations, mais s'explique plutôt par la nécessité d'assurer l'autosuffisance.
L'absence de produits agrochimiques ne suppose pas nécessairement un système de production écologique. Une telle conversion requiert en effet une décision consciente. En gros, ce qu'ils disent là, c'est que dans les années 90, évidemment, avec la chute de l'URSS, Cuba s'est retrouvé un peu dans la mouise parce que l'URSS achetait, je crois, le sucre de canne cubain à des prix d'or aussi pour arriver à faire survivre Cuba dans une certaine manière, ce qui permettait aussi après d'acheter de la bouffe, tout ça. Et que Cuba a dû faire des choix, et que s'il a pu devenir un pays modèle au niveau de l'agriculture, c'est notamment parce que le pays est étatisé et peut faire une planification écologique. Donc quand même poser la question du système économique dans lequel se trouve un pays, économique et politique, c'est très important. On peut pas dire que si on revenait comme Jancovici vieux, c'est-à-dire des petits boulangers, des petits trucs comme ça, si on avait pareil des petits agriculteurs qui font un peu ce qu'ils veulent, est-ce que ce serait si facile d'avoir des politiques centralisées et planifiées ? C'est pas dit, encore une fois. Des arguments tirés de la recherche et des projets cubains laissent penser que la production bio est techniquement faisable et économiquement viable en tant que volet important dans la stratégie de sécurité alimentaire d'une nation. Cuba, en réussissant à améliorer sa sécurité alimentaire de manière plus générale, sa productivité agricole, a démontré qu'il était possible d'accomplir quand la volonté politique existe. Et c'est Julia Wright de l'International Programme sur agriculturenetwork.org. L'État fait rapidement de l'alimentation une question de sécurité nationale et impulse les voies de production agricole qui ne sont encore que balbutiantes, voire inexistantes en Occident. Communes mixtes d'agriculture et d'élevage, développement d'une agriculture urbaine et périurbaine de type biologique, production autonome de variétés de semences dans le but de renforcer la biodiversité et l'indépendance agricole du territoire vis-à-vis des semences brevetées à l'échelle internationale, reforestation massive et développement d'un modèle hautement compétitif d'agroforesterie et polyculture sans aucun pesticide ni engrais chimiques. Notamment parce qu'ils n'avaient pas accès en fait à ces engrais chimiques avec l'embargo. L'interdiction des pesticides sur le territoire explique parallèlement pourquoi les abeilles s'y développent alors qu'elles sont partout ailleurs sur la planète en voie d'extinction. Les techniques de restauration des sols et les productions d'engrais biologiques et de lombriques, ils sont à la pointe des innovations actuelles dans le domaine de l'agroécologie. C'est le seul pays du monde à réussir un tel tour de force, parvenant par exemple aujourd'hui à couvrir 70% des besoins alimentaires locaux en légumes et en fruits. Le reporter Geoffroy QAnon, auteur de documentaire Si c'est pour aider, explique en quoi Cuba présente des potentialités bien plus grandes qu'un pays comme la France en matière de choix écologiques. À Cuba, dit-il, le gouvernement peut définir un choix politique et organiser les règles du jeu de l'économie. C'est ça, c'est là où on rentre en contradiction un peu avec Jancovici. C'est que c'est pas rien en fait cette histoire. Et lui il dit oui, en France on pourrait faire ça. Oui, on pourrait planifier tout ce que tu veux. On pourrait si on rentre en concurrence avec la classe dominante et si on prend le pouvoir, on pourrait. Parce que là c'est pas... ok, Macron techniquement il peut, mais il va pas le faire en fait. Il va pas le faire. Nous, on est dans un pays d'économie de marché où on a des gouvernants qui disent « j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais si je décide d'aller dans tel sens, on aura la fuite des capitaux. Si je décide de favoriser les entreprises locales, je suis en désaccord avec l'Organisation mondiale du commerce. » Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, en fait, c'est Bruno Le Maire. C'est « oui, ce serait sympa que vous augmentiez les salaires. » Mais il sait très bien que s'il dit « on augmente les salaires », va y avoir tout le monde qui va lui taper sur les doigts sur le plan international. En France, on a une concentration rapide et forte des terres, une diminution du nombre de paysans. À Cuba, il y a une redistribution des terres extraordinaire en disant plus de 1,5 million d'hectares. À l'échelle française, ça voudrait dire les Midi-Pyrénées et l'Aquitaine. En France, le discours ambiant prétend que les deux agricultures peuvent très bien cohabiter, qu'on peut très bien avoir une agriculture paysanne et une agriculture plus intensive, plus exportatrice. Mais c'est très compliqué de parler d'agroécologie et en même temps d'avoir des discours sur la compétitivité avec tout ce qu'il y a derrière, à savoir la main-d'œuvre pas chère dans les fermes, l'agriculture industrielle. Est-ce que nous voulons une agroécologie paysanne à taille humaine, avec une multitude de paysans, ou une agriculture intensive de supermarchés avec mainmise de quelques agro-managers qui pourront choisir comment ils veulent nous nourrir ? Ce sont deux projets de société très différents. Bouquin à lire. Des Cubains crèvent la dalle. Des Cubains crèvent la dalle. Il y a des Américains qui crèvent la dalle aussi. Bizarrement, les droits tardés n'en parlent pas. Il y a toujours des gens pour critiquer un pays qui a une situation humanitaire qui est quand même très moyenne. C'est étonnant de voir les États-Unis qui se prétendent être ceux qui sont pour la démocratie et les droits de l'homme, utiliser l'arme de la faim contre des populations.
Mais ce pays s'en sort quand même pas si mal avec une espérance de vie qui est supérieure à celle des États-Unis. C'est assez marrant, c'est la ruse de l'histoire tout ça. Mais je trouve ça fou en fait par rapport à Jancovici qu'un mec qui est aussi bon sur son sujet de prédilection soit aussi mauvais sur un autre et se permette d'en parler un peu moyen. Et en plus de ça, il comprend pas en fait le rapport qu'il y a entre lui ce qu'il dit et justement le côté politique, social, économique et le fait que ok c'est très très bien de connaître tous les chiffres sur le nucléaire, sauf que si tu veux pouvoir mettre quelque chose en place, il va falloir à un moment donné rentrer en contradiction avec le pouvoir en place, comprendre les dynamiques de pouvoir, sauf que la dynamique de pouvoir c'est des dynamiques de classe quoi. Et ça à aucun moment il va le dire, il va rester dans un truc qui est de l'ordre du fantasme, qui c'est ouais on pourrait faire ça, ouais très très bien on pourrait faire ça, ouais. Ok, est-ce que c'est réellement possible ? C'est autre chose quoi, c'est entre son fantasme à lui et ce qui va se passer dans la réalité, il y a une différence je pense.